Ok. Ça a l'air pas mal. Ok, bon, c'est parfait. Alors, du coup, ça va l'écran. On va partager. Hop. Du coup, donc, ouais, comme j'ai travaillé en communication, évidemment, le jeu de rôle, je le considère comme une question de communication et comme un médium. Et c'est sur ce principe-là que j'ai commencé à réfléchir sur tout mon travail de thèse est parti de cette histoire de double présent, qui est à la fois le présent du réel, c'est-à-dire des joueurs qui sont autour de la table, et le présent de la fiction. Mais qui se dédouble une deuxième fois, puisqu'en fait, le présent du meneur et le présent des joueurs n'est pas la même chose. Alors, du coup, je vais quand même faire ce petit insert. Quand je parle de jeu de rôle, je parle du jeu de rôle qu'on appelle traditionnel, avec un meneur des joueurs, qui, pour moi, présente des caractéristiques suffisamment spécifiques pour que tous les champs problématiques qui tournent autour on puisse pas entrer en dialogue immédiat, en fait, parce que ce qu'on peut dire sur le jeu de rôle classique ne s'applique pas directement à des jeux dont le fonctionnement est différent, dont le meneur est distribué, est absent. Les jeux solo, tous ces trucs-là ne peuvent pas. Alors, il y a des dialogues à construire, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ces objets, il y a d'autres choses spécifiques à dire qui méritent aussi de ne pas être considérés comme une grande continuité. Je suis en train de lire Sarah Lynn en ce moment, qui étend cette continuité jusqu'au théâtre, jusqu'à à l'intérimaire qui fait Dingo à Disneyland. Et j'ai un peu de mal avec voilà, il y a un moment où le jeu de rôle, ça peut pas être juste jouer un rôle dans n'importe quelle situation, sinon on ne dit plus rien sur rien. Donc là, je parle de ce truc spécifiquement, même si je sais que c'est pas l'acception la plus courante. Donc, la définition la plus réduite du jeu de rôle dans ce cas-là, c'est la séparation, via la séparation du meneur et des joueurs, et de la séparation phase de jeu, qui sont en fait toujours un peu plus bordéliques dans la réalité, mais qui se décrit comme suit, c'est-à-dire que ça part d'une description. Le meneur décrit une situation. Vous êtes devant une grange à un concert que vous auriez dû jouer, mais votre contact vous répond plus. Il y a une bagnole qui passe devant vous et qui va se cracher dans la forêt à côté de vous. Qu'est-ce que vous faites? Cette question-là qui fait que le jeu de rôle a toutes ces asymétries-là. Donc les joueurs prennent leurs décisions. Et dans ce cas, c'est une partie que j'ai jouée en convention en Bretagne. C'était d'aller voir la voiture, qu'est-ce qui se passe là-bas. Et donc la résolution avance. La résolution, donc là, il n'y a pas de difficulté particulière. Il s'agit juste d'aller voir quelque chose. Mais les actions suivantes vont s'enchaîner, parce que du coup, à chaque fois, cette boucle de jeu reprend systématiquement et continue en tissant chaque boucle, construit en fait le récit ludique ou le jeu narratif, ça dépend comment on le voit, mais la continuité du jeu en tout cas. Donc là, il n'y a que le dédoublement meneur-joueur, mais si on rajoute le dédoublement entre la réalité et la fiction, et c'est là qu'il va se jouer plein de choses, notamment dans ces applications réelles, enfin réelles, c'est plus applications sérieuses en fait, c'est-à-dire que ça, qui j'espère sera un cheval de Troie pour les choses réellement sérieuses, c'est-à-dire le vrai jeu. Mais on va rajouter la réalité là, qui est en rouge. Ce qui est réel dans le jeu, c'est que les gens veulent des trucs, qu'ils ont des désirs, et donc ils essayent d'obtenir un résultat. Pardon, excuse-moi, je crois que tu fais défiler ton diapo, mais on voit, il est statique pour nous. On a toujours la première page. Qu'est-ce que vous Donc faites? Ouais. quoi que je fasse. Alors attends, dans ce cas-là, ça va être déjà la quatrième, donc on va estimer. Ah oui, voilà, Là, ça y est, là on les voit okay, défiler. bon, je le fais plus défiler et du coup, je suis dans l'éditeur. Ça marche, merci. Au moins, ça marchera comme ça. Donc là, je parlais c'est quand je parlais voilà, du coup, des trois phases de jeu. Le meneur décrit une situation, les joueurs prennent une décision,
Voilà. Vous êtes dans une auberge, quelqu'un vous approche, qu'est-ce que vous faites? Prennent une décision, le meneur résout les choses, donc soit à l'aide de règles, soit à l'aide de... Alors il y a différentes formes, que ce soit évidemment aléatoire ou juste le résultat logique de l'action étant donné le système, on reparlera du système, mais qui au fond repose toujours sur l'arbitraire du meneur pour pour moi, le système de règles sert à exprimer quelque chose de l'ordre du type de monde qu'il aime, du type d'histoire qu'il veut faire jouer. Et donc la résolution amène une nouvelle situation qui peut avoir besoin d'être décrite, mais qui peut s'entendre d'elle-même et qui amène à d'autres décisions, qui amène à d'autres résolutions, etc. Donc là, voilà, j'en étais là. Donc. La partie réelle, parce que c'est là qu'il y a quelque chose, il y a deux choses qui se rencontrent. La partie réelle du désir des joueurs, qui sont réellement là et qui ont réellement envie que quelque chose se passe, vient se heurter à la fiction. C'est-à-dire la fiction va résister, c'est ce qui fait que c'est un jeu. On veut quelque chose, mais on ne l'obtient pas immédiatement. Il y a des... alors c'est le meneur qui joue cette résistance, qui amène via la fiction et via sa régulation l'obligation de déclarer une intention, d'essayer quelque chose et d'y amener des moyens fictifs, du coup. C'est les moyens du personnage, c'est les moyens de sa situation, mais l'intention et le désir qui animent cette utilisation de moyens, quels qu'ils soient, que ce soit de parler ou de combattre ou d'aller quelque part, peu importe, c'est les moyens du personnage. L'interface du joueur, c'est les moyens du personnage. Chaque fois qu'il y a un arbitrage, le résultat tombe. C'est-à-dire qu'on essaye quelque chose parce qu'on veut un résultat immédiat, enfin un joueur fait ça, mais il y a toujours des conséquences de plus long terme qui sont dans l'arbitrage et qui reviendront dans d'autres descriptions, alors pas toujours immédiatement. Et donc c'est ce tissage permanent de quelque chose qui est vraiment réel et que les gens ont réellement voulu, les joueurs ont réellement voulu quelque chose et l'ont obtenu ou pas. Mais dans la fiction, il y a toujours ce double présent, en fait, oui, c'est vraiment ça. Donc ça permet de construire un empilement de... C'est vraiment l'étage le plus bas d'un niveau de communication qui s'empile progressivement. Donc c'est des choses qu'on retrouve assez classiquement, même si je leur donne quelques sens un peu différents, mais j'en parlerai. Donc ça s'étage et ça amène des problématiques qu'on retrouve systématiquement en jeu. À l'autre bout de cette pile, il y a le monde ou le système qui, quelque part, ferme le cercle ludique et donne cohérence, en fait, à toutes les actions successives à l'intérieur du jeu. C'est-à-dire que c'est grâce à ce dispositif que chaque petit morceau de discussion qui pourrait être libre, mais qui ne l'est pas, en fait, parce qu'elle est régulée, donne sens à l'ensemble de ce qui se passe. Alors, je m'arrête à ce niveau-là spécifiquement parce que je considère notamment que le manuel reste en dehors du jeu. Même s'il est sur la table, même si on le consulte en jeu, c'est toujours parce que le MJ est d'accord avec le fait que oui, on peut faire une pause pour vérifier un sort, oui, on peut faire une pause parce que il y a un truc important, c'est pas grave, voilà, si on casse le rythme pour aller vérifier quelque chose, ça peut valoir le peine, mais c'est toujours dans cette dynamique-là. Pour une raison importante, c'est que le meneur reste l'arbitre. Et la situation d'arbitrage fait qu'il est l'espace de véridiction, c'est-à-dire qu'il dit le vrai du monde. Fictif, c'est là que ça devient délicat à jongler. Le monde tel qu'il est en train de se dérouler pas réellement, et dans lequel les désirs réels s'appliquent, parce que tous ces désirs qui viennent de dehors, je vais prendre un exemple où j'ai joué aussi dans une autre convention à Wurm, avec des enfants. Donc au départ, qui viennent jouer, parce qu'il y a un jeu, donc ils viennent jouer. Donc ils jouent aussi des enfants dans une tribu préhistorique. Et ils amènent des choses qui
qui les anime. Alors du coup, les enfants, c'est bien pour l'exemple parce que c'est comment dire, il y a pas tellement de filtres, donc on les voit très très bien. Leur idée de ce qu'est l'exploration, de ce qu'est une quête, de ce qu'est quelque chose. Alors j'en ai eu par exemple un petit groupe de 3 avec des adultes autour, qui n'étaient pas leurs parents par contre, qui jouaient à une autre table. Qui se sont mis en tête d'aller piquer des œufs dans un nid d'oiseaux, jusqu'à ce que, alors ils avaient monté des plans incroyables, mettre des filets pour que quand les œufs tombent, se cassent pas, enfin, des trucs d'enfants pas cons en réalité, jusqu'à ce qu'il y en ait une dont le personnage se blesse. Et là, du coup, son désir de jouer s'éteint plus vite que son envie de dépasser la résistance du jeu. Qui a quelque chose qui voilà. Et donc il se trouve que ses parents étaient occupés à autre chose, donc ils ne sont pas venus tout de suite, qu'elle allait jouer avec les autres enfants qui, en fait, se baladaient pas mal de table en table. Mais comme c'était quelque chose que je faisais jouer par, en fait, petite session, en gros de 45 minutes, 1 heure, et que j'en ai fait 3-4 de suite, des tout petits one-shots finalement, mais dans le même monde qui continue, enfin dans la même, dans les mêmes tribus, avec les mêmes PNJ autour. Il fallait quand même que le personnage qu'elle voulait plus jouer reste blessé pour que d'autres qui plus tard se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, vous avez fait ça. Pour maintenir la réalité d'une fiction, il faut l'arbitrage. Ce qui est valable pour n'importe quel jeu, hein. C'est pas spécifique au jeu de rôle. Le principe arbitral reste de maintenir le collectif en tant que collectif, indépendamment de ce que peut vouloir chaque joueur indépendamment. Voilà, quand on laisse des enfants notamment arbitrer leur propre match de foot, on a vite des gros problèmes de disputes notamment. S'il y a poteau, il n'y a pas poteau, c'est juste un pull par terre. Comment tu juges? Et s'il n'y a pas de juge extérieur, tout le monde est intéressé et comment dire, le vrai devient trop discutable pour que le collectif tienne debout. Voilà, donc les deux pôles extrêmes de la communication rôliste se trouvent là. C'est des choses qu'on trouve ailleurs et qui peuvent se déplacer dans d'autres systèmes, mais qui ont un lien que seul le jeu de rôle a, qui est que le meneur s'occupe des deux bouts. Contrairement à, par exemple, aux jeux vidéo où on est défini par des designers, mais les boucles de jeu sont arbitrées par la machine. Il y a une fausse équivalence entre les deux niveaux. Donc, la communication, du coup, les joueurs entrent très facilement via les quêtes, mais donc pas les quêtes au sens de celles qui sont données par exemple, un scénario préécrit. Les quêtes qui se donnent, c'est-à-dire quelque chose qu'ils veulent obtenir à moyen terme, enfin peu importe la longueur d'ailleurs, et qui peuvent obtenir ou pas. C'est-à-dire que la notion de victoire revient toujours par la fenêtre quand on veut la virer. Je sais que c'est un discours assez courant sur le jeu de rôle que je comprends, mais en fait, s'il y a quelque chose qu'on peut vouloir et qu'on peut ne pas l'obtenir, il y a toujours la victoire qui revient comme sentiment, soit soit de victoire, soit de défaite. Et dans ce sens-là, ce que j'appelle campagne, c'est en fait l'organisation temporelle des quêtes. C'est exactement le même principe, mais du coup, certains désirs peuvent entrer en contradiction les uns avec les autres. Est-ce qu'on préfère s'allier avec les uns? Est-ce qu'on préfère aider tel autre? J'ai eu pas mal de joueurs qui voulaient plus, qui ont préféré se venger que d'un PNJ qui leur avait pas fait tant de mal que ça, mais qui a vraiment pris beaucoup de place dans leur tête par rapport à ce qu'il était réellement dans l'histoire. C'est des choses que les joueurs décident, peu importe la forme du jeu. Mais du coup, ça entre en collision avec d'autres désirs qu'ils peuvent avoir. Les campagnes peuvent avoir des formes, toutes sortes de formes. Donc voilà, j'avais fait une géométrie à ce moment-là des quêtes. Donc les quêtes convergentes et divergentes, c'est typiquement celles qui vont ensemble ou pas. Il y en a qu'on peut enchaîner, il y en a qu'on mène en parallèle, il y a des quêtes secondaires, il y a des quêtes qui se mènent simultanément, qui en fait on obtient deux choses dans le même temps, mais qui ne sont pas exactement la même chose.
Mais il y a les deux structures qui restent, c'est les deux structures qui posent en fait le plus de problèmes, puisque c'est les points sur lesquels la communication entre le meneur et le joueur arrive le plus. Le personnage en tant que structure, qui va être le support à la fois de tout ce que veut le joueur, puisque c'est par le personnage qui peut parvenir à ce qu'il veut. La structure du personnage va déterminer non pas forcément ce qu'il veut, mais ce qu'il peut surtout, et donc du coup ça va déterminer du coup en retour ce qu'il va essayer de vouloir, ce qu'il va abandonner, mais ce qu'il va tenter quand même. Après là, le joueur la personnalité réelle du joueur va jouer beaucoup sur le fait qu'il essaye quand même, sur le fait que non, du coup il s'adapte, ce qu'il croit s'adapter aussi, ça peut être dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, alors ça affecte directement le meneur, et ça c'est un truc que je fais plusieurs fois l'erreur d'ailleurs. Par exemple, j'ai fait jouer une campagne de Unknown Armies, donc d'horreur fantastique contemporaine, où par une joueuse qui a joué une flic. Au départ, je m'étais dit que c'était pratique parce que l'idée d'enquête fonctionnait bien. Voilà, ça donnait une structure assez simple, sauf que la structure, alors du coup là, pas ludique, la structure sociale qui est autour de la police française, c'est que, alors je jouais en contemporain en temps réel, si on peut dire, je jouais à l'époque des Gilets jaunes, donc il y a eu pas mal de ronds-points occupés par des Gilets jaunes qui gênaient plus ces déplacements qu'autre chose. Avant que d'autres joueurs se joignent d'ailleurs, il y a le même genre de problème. Mais du coup, un jour où elle s'est fait juste bloquer à un rond-point, qu'il y a une foule qui s'approche, elle a dégainé son arme de façon tout à fait ordinaire. Alors, c'est quelque chose qu'on peut dire relativement banal à des jeux plus médiévaux, notamment Donjon, bien sûr. Mais en fait, c'est quelque chose qui est aussi autour de ce qu'est la police en France aujourd'hui, qui est que, en fait, tout le monde, comment dire, elle se vivait déjà comme qui est banalement en train de faire quelque chose de plus important que ce que n'importe qui a à dire sur le monde qui se passe autour d'elle, parce que elle a l'uniforme. Mais sans y réfléchir, je ne peux pas dire que c'est quelque chose qu'elle est. C'est juste que spontanément, effectivement, elle avait à la fois l'autorité et à la fois les armes pour faire quelque chose que, alors, qui s'est pas complètement passé non plus quand même s'il y a eu pas mal de violence autour de cette histoire. Et le moment de la création du personnage, qui est souvent quelque chose qui est forcément négligé, par exemple dans l'écriture de scénarios du commerce, où c'est des scénarios un peu pour des persos génériques, mais c'est les persos génériques et pas n'importe quel perso, c'est pas la même chose. Ce qui fait que ça m'est déjà arrivé aussi de jouer. Alors là, en tant que joueur, j'avais créé un personnage qui avait toute une histoire qui, en fait, est allé saboter entièrement la campagne impériale de Warhammer dès le premier scénario, parce que je n'allais pas du tout dans la direction, enfin, l'histoire dans laquelle mon personnage s'inscrivait est entré en collision directe avec la campagne, parce que je cherchais complètement autre chose, qui était une histoire de politique familiale et d'héritage et de choses comme ça. Au lieu d'aller sauver l'Empire, ce qui ne le mérite pas, mais ça c'est une autre affaire. Et l'autre structure problématique où la rencontre entre le meneur et le joueur se fait, c'est donc là au niveau micro, dans la scène où la résistance du jeu se fait maximale, enfin c'est là où elle est réellement sentie. C'est-à-dire que c'est là où le désir minimal d'obtenir quelque chose, à la limite c'est la quête la plus petite, mais en fait ça peut se réduire à une boucle de jeu. Chaque étage et le cas limite de chaque étage est l'étage de-dessus. Une scène, c'est une micro-quête, mais c'est aussi ça peut être une macro-boucle de jeu. Obtenir quelque chose devient juste de mesurer ce qui peut aider, ce qui peut ne pas aider, les bons arguments avancés dans une conversation, la façon de naviguer
Alors, en société, ne serait-ce que ça, les choix tactiques dans les jeux où il y a des combats tactiques. Et la scène met en relation le joueur et le meneur, et alors là, ça va exprimer la structure du personnage, puisque ça va créer les circonstances nécessaires à ce que le personnage soit pas une simple structure, c'est quelque chose de l'ordre de l'accident, au fond. Alors, un peu littéralement, il y a quand même beaucoup de scènes qui apparaissent sur un coup de dé. Exprime la structure du personnage qui se retrouve confronté à une circonstance particulière. Donc, comme je disais, le monde et la boucle de jeu, ces deux niveaux qui sont en contact direct dans le jeu de rôle, c'est une de ses spécificités. Parce que c'est la même personne qui s'occupe des deux, alors, ou la même personne, ou la même instance, si on veut aller dans certaines formes, qui continue de séparer les meneurs et les joueurs, mais quelque chose d'un peu plus complexe. En fait, c'est assez circulaire tout ça, parce que dans une boucle de jeu, tient un monde, un système de jeu, d'ailleurs, littéralement, c'est la manière d'arbitrer des micro-actions, des boucles, de dire pour tel genre de choses, on a tel genre de règles, parce que on veut tel genre d'effet pour que ça crée tel genre d'ambiance qui va refléter le monde. Le principe génératif du monde va se retrouver ici. Donc, on a le meneur de côté boucle de jeu et système monde qui, en fait, pour maintenir l'ambiance générale, va arbitrer les boucles d'une manière qui maintienne et le monde et du coup de maintenir sa cohérence. Et de l'autre côté, on a les joueurs qui veulent des choses, qui les organisent dans le temps. Alors, ça peut être des choses qui sont contradictoires. Et on va se retrouver avec cette tension centrale. Alors, bon, je sais que graphiquement, c'est graphiquement que j'ai vu cette relation-là, en fait. C'est après avoir créé ça, j'ai vu, littéralement, cette relation-là, donc dont je parlais, de la structure et des circonstances qui se répondent et qui fait la tension presque une sorte de troisième dédoublement du présent, puisqu'en fait, il y a un présent macro, si on peut dire, qui est structurel, puis un présent micro qui est juste l'accident de là maintenant, de la scène, de ce qu'on a fait, de ce qui nous a amené ici. Et donc, à travers tout ça, donc les deux pôles qui sont en communication, parce qu'à la fin, il y a quand même des vrais gens qui sont en communication, qui se rencontrent dans ce système qui est complexe, mais pas plus que, en fait, que la plupart des modes de communication. C'est une structure particulière de la communication, quoi qu'encore, elle est une particularité qui permet de lire quelque chose, de lire la communication sans passer par les principes de l'émission et de la réception. Il y a des joueurs qui ont tous déjà qui se perçoivent tous de façon différenciée, qui sont au sein d'un même système, et il y a le système, mais le système, le meneur en réalité, qui maintient la réalité de la fiction, le cercle magique du jeu. Enfin, il y a plein de façons de le dire, mais à la fin, ça reste la même chose, qui maintient l'institution ludique dans laquelle eux peuvent se percevoir comme autres, communiquer entre eux, mais aussi communiquer avec le monde. De ce point de vue-là, là aussi, il y a aussi c'est encore quelque chose que le jeu de rôle permet de penser, c'est la place du meneur, que le meneur est un humain, donc lui aussi il vit quelque chose de particulier. On est très souvent focalisé sur les joueurs, parce que ça permet d'avoir justement de toucher, de penser plus de jeux simultanément, plus de types de jeux, dire ok, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils apprennent, alors pas comment ils se soignent là-dedans, la thérapie c'est un peu plus indirect, mais le meneur aussi, c'est quelqu'un. Le meneur aussi vit quelque chose. Le meneur aussi veut des choses. Par contre, il veut des choses sur un point différent. Lui, il ne veut pas gagner. Il ne peut pas gagner. Il n'a rien à gagner dans sa affaire. Il n'est pas joueur comme les autres. Par définition, il arbitre. Il n'y a pas de résistance à ce qu'il veut. S'il a voulu être meneur en tant que personne, c'est pour d'autres raisons. Alors, ça peut être pour des raisons du coup techniques qui occupent le séminaire comme thérapeutique, pédagogique, mais ça peut être aussi simplement faire passer un bon moment des gens, faire découvrir
de sa passion, ou juste une forme médiatique qu'il trouve intéressant, ou un jeu qu'il aime bien, ou un scénario qui lui a tapé dans l'œil, ou sa dernière création, où il avait envie de faire vivre quelque chose aux joueurs, mais lui aussi avait a des envies à faire valoir. Il y a un creux dans la pensée du jeu de rôle autour du meneur qui est soit pensé comme un problème possible, c'est-à-dire un tyran potentiel, soit comme une quasi-machine. En fait, c'est le symétrique, c'est la même chose. C'est dire, OK, pour que ce soit plus un problème, il faut juste que ce soit un exécutant d'un jeu tel qu'il est conçu et que sa subjectivité ne s'invite pas là-dedans. Et du coup, je ne vais pas avoir beaucoup de conclusions parce que j'aime bien ce schéma et je ne savais pas comment finir après ça. Mais si je devais redire tout ça, c'est que tous ces dédoublements du présent, à la fois du présent de la fiction, parce qu'à chaque fois, qu'est-ce que vous faites? C'est bien le meneur qui parle aux joueurs, mais c'est les joueurs qui vont parler du personnage dans la fiction. C'est le moment présent de la décision elle-même pour le jeu et pour la réalité. Et c'est tissé à des rythmes différents, parce qu'évidemment, on peut rapprocher, dire, OK, 3 jours plus tard, qu'est-ce qui se passe en quelques secondes, ou au contraire, avoir des très longs ralentissements qui sont connus dans les combats, notamment de certains systèmes, dans les systèmes de hacking, qui peuvent aussi prendre beaucoup de temps dans les jeux cyberpunk. Alors que dans la réalité du jeu, encore une fois, ça prend peu de temps. Mais ce dédoublement, cette double expérience, elle est aussi dédoublée, parce qu'elle n'est pas de même nature pour le joueur et le meneur. Évidemment, pour chaque joueur aussi, qui eux-mêmes vivent autre chose, mais ils vivent quelque chose de commun d'être des joueurs. Et je pense que on peut arriver à s'arrêter là. Ça va. Je dis juste que si je peux m'arrêter là. Et puis, bon, merci pour l'invitation, pour le. Ouais. Ouais. Scène, voilà, pour que nous apparaissions tous les deux à l'écran. Bon, même consigne pour le chat, s'il y a un souci de son, d'image, n'hésitez pas à le dire. Comme ça, on rectifie le tir. Merci pour ta présentation, Arthur. À chaque fois, c'est toujours intéressant de t'entendre parce que c'est un sujet qui est... c'est marrant parce que à la fois qui est toujours très éloigné du mien, donc plutôt en lien avec la psychologie, et en même temps où il y a toujours quand même des choses qui se tissent, enfin, moi j'ai toujours un peu cette envie de créer des ponts, des liens, sans forcément toujours trouver par quel bout le raccorder. Alors j'invite le chat à poser les questions que vous pourriez avoir à poser à Arthur, mais en attendant, euh, moi j'ai un certain nombre de choses que je voulais te demander, notamment. Euh, j'ai compris à un moment donné de ce que tu disais que la spécificité de la communication dans le jeu de rôle, c'était que le meneur, ou en tout cas une personne donnée, contrôle les deux bouts de la communication. Est-ce que je me trompe pas jusque-là? Enfin, les deux étages extrêmes du champ de la communication. Est-ce que c'est bien cela? Ouais. Si on peut dire ça, les 2 étages extrêmes, ça serait juste. Ouais. Ok. Euh, Ma question, du coup, c'est est-ce que... Enfin, après, je n'ai pas certainement compris toutes les nuances et les subtilités de ce modèle-là, mais je pensais, quand on parlait par exemple à un livre dont vous êtes le héros, est-ce qu'on n'est pas sur un principe aussi similaire? Et sinon, comment est-ce que toi, tu différencies du coup cette Ah, affaire-là? attends, on va reprendre le schéma. C'est assez simple. Alors, il y a plein de choses qu'on retrouve. On va retrouver les 6 niveaux, ça, c'est pas le problème. Ça, on le retrouvera dans pratiquement tous les jeux. Et même tous les jeux qu'on veut bien narrativiser. On Mhm. pourrait penser le sport avec ça, c'est pas très. C'est pas très éloigné, ça c'est juste des niveaux structurels. Par contre, ce qui va se passer, le joueur, on verra la même expérience. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de travaux autour du joueur qui du coup brasse beaucoup de jeux différents, qui s'appellent jeux de rôle non d'ailleurs. Parce que le joueur veut des trucs dans un monde qui est régulé. Il y a quelque chose qui s'oppose à lui, c'est le jeu. Il a une interface, c'est son personnage, quelle qu'elle soit. Et il doit faire des arbitrages entre ce qu'il veut parce que voilà, il a son temps à lui limité et aussi comment dire,
il y a des choix qui excluent d'autres options. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que là, ça va être encore plus clair, c'est que déjà, le joueur n'est pas en communication avec quelqu'un, Ok, donc ouais. le pôle meneur n'existe pas. Là, je suis même pas sûr que le système monde et la boucle de jeu on puisse dire qu'ils sont complètement connectés. Ils ont été, au moment de la conception, ils le sont pensés de cette façon. Mhm. Mais est-ce qu'au moment de l'exécution de la lecture, par exemple d'un livre dont on est le héros, je suis pas sûr qu'on puisse faire ce lien. Ok. Si, enfin, disons que le joueur peut le refabriquer, en fait, il peut, en un sens, et c'est pour ça qu'on finit toujours par penser comme ça. Il se refabrique un meneur dans sa tête en disant Hmm. ces règles-là correspondent à quelque chose de concret, mais à la fin, il lit quand même, aller en case 60, enfin, aller Hmm. lire le Hmm. paragraphe 64. Là, la logique, là, c'est une intervention de l'EG Kaira qui était à Villetaneuse l'année dernière aussi, sur l'analogique et le numérique. Très franchement, sur les livres dont on lit, sur les jeux vidéo, sur tous ces trucs-là, il y a un truc pour moi qui est pré-réglé, Ouais. c'est que les choix sont prédéterminés, peu importe la complexité du système. Ouais. Ce qui est encore moins le cas dans un livre dont on lit l'euro. Mais alors, du coup, ça amène Ouais. comme élément un peu important de cette boucle-là, effectivement, la présence synchrone en fait entre joueur et meneur, enfin, au même endroit, en tout cas, qui se rassemblent à un même moment pour accomplir une même activité. Et en même temps, il y a la place, entre guillemets, enfin, tu me dis si je me trompe, mais finalement une place qui est réservée à l'improvisation, c'est-à-dire à l'indéterminé en fait, à ce qui n'a pas encore de Oui, oui, forme, d'une certaine manière. oui, là, moi, tout ce que je dis, ça rentre tout à fait dans tout ce que dit Coralie David sur l'intercréativité. Uhum. Ça reste des humains, on fabrique des choses ensemble, tout ça, mais il y a une position dans laquelle il y a une position centrale, mais enfin centrale. En fait, elle n'est pas centrale, il est l'incarnation du collectif. J'ai mis beaucoup de mal à mettre ce mot dessus et à pas hésiter, en fait, à cause de sa charge religieuse, mais en fait, c'est pas le sujet. Euh, c'est le collectif en tant que tel, pour rester collectif, se dote toujours d'une instance abstraite, arbitrale, que ça soit le manuel de jeu d'un jeu de plateau, mais qui en fait devient un sujet de dispute. J'ai beaucoup joué à Tempête sur l'échiquier avec des copains, mais vraiment beaucoup. Sauf que il y a beaucoup de cartes qui sont pas très compatibles. On a vraiment trouvé beaucoup de cas bizarres et on a fini par développer un livre de jurisprudence sur la façon d'interpréter telle carte par rapport à telle autre, parce qu'on retrouve des logiques dedans. Enfin, Et parce qu'en fait, à la fin, les arbitres, ça reste nous. Et donc, on s'est ouais, doté de ça pour pouvoir continuer à jouer quand tu ensemble, parce dis qu'on peut pas être. quand tu dis on, du coup, tu parles de vous les joueurs, enfin de l'ensemble Ouais, du ouais, groupe, c'est ça? Ouais. c'est ça. On était 3-4 à jouer à ça assez régulièrement. Et du coup, jusqu'à quel point tu considères pas que, bah, en tant que joueur, vous avez aussi du coup construit et rappelé, tu as utilisé un terme, mais en gros, vous avez aussi constitué la vérité du monde d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire ça ou tu penses pas, tu le vois pas comme ça? Oui, non, parce que c'était plusieurs parties en fait. C'était pour pouvoir continuer à jouer sans avoir besoin de. En fait, on anticipait nos propres disputes. On D'accord. était là. On dit, voilà, on joue à ça comme ça. On sait que dans ce cas-là, on va avoir un problème parce que je sais que, évidemment, il y a une ambiguïté. On sait que chacun va jouer son truc, mais on peut pas être arbitre puisqu'on est tous les deux partie prenante. Du coup, on se retrouve coincé, quoi. Comme on sait qu'on sera coincé, on a commencé à faire ça, sachant qu'en plus, du coup, il y a toujours plus ou moins un témoin, en fait, pendant qu'on était en train de jouer, puisqu'en Tempête, on joue à deux, mais on était toujours plus ou moins trois ou quatre, et du coup, ce qui fait que quand le jeu est interrompu, on discute la jurisprudence. Mais c'est pour les parties suivantes, je suis pas sûr qu'on puisse dire que ça, enfin, je veux dire, si on pense à l'échelle de la partie, le système monde, ça reste la partie et pas le jeu sur papier. Je sais pas comment dire ça. C'est de la même chose que le manuel pour moi. Le manuel qui reste dans sa bibliothèque, c'est pas tout à fait un jeu. Hmm, hmm. J'espère que c'est pas tout à fait un jeu, c'est une ressource disponible pour le jeu plutôt. C'est plutôt comme ça que je joue. C'est plutôt ça. C'est pour arriver à. Bon, du coup, on se retrouvait à écrire ce truc pour avoir une ressource pour pouvoir continuer à jouer sans que ça soit juste une embrouille de justement, voilà, il y a poteau, il n'y a pas poteau.
puisqu'il a écrit ça comme ça, il y a un point là et pas une virgule. Enfin, Alors, bon, ça me fait associer sur deux remarques. Tu me diras si ça t'évoque quelque chose ou pas, et si non, bah, je poserai une question plus déterminée. Mais euh, bon, d'une part, quand tu parles de la fonction comme ça, de la place qu'occupe le meneur de jeu, moi ça me fait penser un peu à des choses qu'on peut avoir du côté des théories de groupe, c'est-à-dire qui parlent aussi de la nécessité d'un événement ou d'un individu fondateur, c'est-à-dire qui organise aussi quelque chose d'une pensée, d'un imaginaire de groupe, etc. Et j'ai un peu l'impression de retrouver de mais ça. Ouais, je comprends. Alors, je pense qu'il y a une ambiguïté dans ce que je vas-y, dis. ouais, ouais. Parce que je pense pas que ce soit nécessaire en soi à n'importe quel jeu, je sais pas quoi. Je dis juste le collectif produit est toujours séparé de chaque individu. Ça c'est certain. Il y a une abstraction nécessaire que le collectif existe. Euh, une des raisons pour lesquelles j'ai étudié le jeu de rôle, parce que je n'avais pas commencé par ça, c'est que c'est le degré de clarté avec lequel ce collectif est incarné dans le meneur. Donc, c'est extrêmement clair dans tous les jeux arbitrés, notamment les sports. Mais il se trouve que là, on n'a pas perdu le côté narratif, ce qui fait qu'on peut entièrement lire la narratologie à l'aune de, il y a un arbitre qui, en fait, et effectivement, sans lui, le tissage narratif est impossible. Enfin, impossible. En fait, surtout, ce serait un jeu différent. Ce serait vraiment, on parlerait d'autre chose, on parlerait pas d'autre chose. Il y a des jeux différents qui veulent pas parler d'autre chose, mais qui pour moi sont autre chose, ont fabriqué quelque chose de neuf euh, par rapport à ça d'ailleurs, parce que souvent, je pense à la Apocalypse World par exemple, qui pour moi est un cas limite du jeu de rôle, où on est déjà dans quelque chose d'assez de neuf, qui est au-delà des principes de jeu de rôle alors, traditionnel, mais du coup pour moi du jeu de rôle tout court, qui a autre chose. Bien sûr, il y a des gens qui jouent des rôles, ça reste un jeu, ça reste narratif, il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup de ce qui a été joué dans Apocalypse World et les jeux suivants, a beaucoup inspiré d'autres créateurs de jeux, y compris de jeux de rôle. Mais là, ça reste, comment dire, au niveau de la société, on est dans dans une autre dynamique. Au niveau du milieu et tout ça, là, bien sûr, il y a des gens qui se dire que c'est mélangé, c'est rien de le dire. Mais au niveau des principes fonctionnels, on bascule dans quelque chose d'autre dès qu'on perd justement ce truc de la séparation, c'est ce que entre les joueurs et ce qui leur résiste, Mhm. en fait. Si les joueurs doivent faire abstraction de ce qu'ils veulent pour faire avancer l'histoire de façon intéressante, il y a plein de façons de l'exprimer, ça a été dit de plein de façons. Si la résistance, c'est eux qui doivent l'incarner aussi, ils doivent être leur propre limite, on perd ce truc, on est dans autre chose que dans ça, que dans ce type de jeu, dans lequel il y a l'opposition qui n'est pas l'adversaire, c'est juste vraiment la résistance du jeu, leur permet de sentir quelque chose justement de la réalité de la fiction, sans qu'ils aient besoin de jouer avec, et du coup de se retrouver dans d'autres types de conflits d'ailleurs. Bon, j'embraye avant de relayer la question de Jérôme sur ces deux éléments dont tu viens de parler, la réalité et la fiction. C'est-à-dire qu'à certains moments aussi, j'ai eu le sentiment, effectivement, donc tu présentes un peu ce modèle-là comme le modèle de la communication dans le jeu de rôle. Moi, j'ai l'impression aussi quand même que tu parles vachement, enfin, après, c'est peut-être pas ton objectif, ou peut-être que c'est à nuancer, mais que ça parle aussi vachement de la communication et des passages qui existent entre réalité et imaginaire. Au-delà, j'ai l'impression de la question du jeu de rôle, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de formalisation aussi de ce qui se passe sur le plan interindividuel, sur le plan même très individuel aussi, quand il y a une forme de communication et de transmission, ou en tout cas de tentative de donner corps à une existence à la fois réelle et à quelque chose d'imaginaire, de le communiquer, de le verbaliser, etc. J'ai eu l'impression que ça parlait un peu de ça aussi, en fait, ce que tu présentais, et voilà, notamment dans le rapport à la temporalité, dans le rapport... Enfin voilà, c'est un peu ce qui me venait. J'ai eu l'impression que ça parlait d'au-delà du jeu de rôle un petit peu, mais voilà, pardon, vas-y, je te laisse réagir. Euh, si on peut dire, on peut s'en servir au-delà, mais sauf qu'il faut être délicat avec ça, quoi. C'est que là, ça permet de le lire comme communication assez simplement parce que le meneur est humain.
Alors que, justement, c'est ce qui permet de le lire. Mais par contre, dans d'autres situations où l'instance collective ou le monde lui-même, il parle pas de façon aussi claire. Parce que c'est pas là, à nouveau, le jeu de rôle a cet avantage du point de vue là, de la recherche qui est qu'il est entièrement symbolique, donc il est entièrement lisible. Alors que dès qu'on parle, par exemple, du grandeur nature, il y a une partie qui est arbitrée, alors, plus ou moins large, par la gravité, quoi. Tout à fait. Je me souviens de l'intervention, j'ai oublié son nom, de quelqu'un qui était venu parler justement du handicap en grandeur nature, Cette handicap année? physique. C'était à La Rochelle, Ah, d'accord. Ok, pardon. Ouais. c'était pour le congrès le colloque de la Populaire Culture Association France, qui c'est en anglais pour Ok. question d'indexation, faut pas. Voilà. Mais du coup, qui était venu parler de ça, que finalement, lui-même ne peut pas jouer un personnage qui peut se déplacer plus vite que lui. Parce que courir, c'est impossible, par exemple. Ouais. Parce que physiquement, lui, il pourrait pas aller, ne serait-ce que d'une pièce à l'autre, monter un escalier, c'est une aventure. Enfin, et à ski sur table, ça poserait pas de problème. Voilà, c'est dès qu'on est dans le purement symbolique, il y a plein d'avantages de lecture, mais qui, justement, quand on essaye de le plaquer ailleurs, même sur des systèmes proches, faut faire un peu gaffe, parce que justement, en général, c'est le meneur qui perd sa symbolique. Mais tu Il y a vois, quelque chose. j'avais l'impression qu'il y avait un truc autour de... Là, ce que tu dis, c'est vachement intéressant parce que ça me fait penser à des thématiques sur lesquelles je réfléchis un petit peu, qui sont justement la nature sensorielle du symbolique dans le jeu de rôle. Au sens où, alors effectivement, tu as raison, quelqu'un qui n'aurait pas la capacité de courir ou que sais-je, ou de voler en vrai, dans la réalité, peut l'obtenir dans le jeu de rôle. Néanmoins, il y a quand même une forme de sensorialité qui est matérialisée dans le sens où, il y a des statistiques. C'est-à-dire que si tu as des statistiques de force qui sont très importantes, à contrario, tu peux avoir des statistiques, je sais pas, d'intelligence qui le sont moins, et donc qui rematérialise en fait quelque part le symbolique et qui le relimite. Alors avec des règles qui lui sont spécifiques, mais en fait il y a une gravité dans le jeu de rôle. Enfin, tu vois ce que est-ce que Oui, oui, c'est oui, je comment vois. tu Mais vois un alors, peu cette du interaction coup, là? elle est différente. Elle est différente pour ces deux trucs. Justement, les stats de force ou les trucs comme ça, peu importe ce que je sais soulever, même Ouais, si je suis allé à la salle tous les jours de ma vie, et que j'ai trop en force, ok, j'ai trop en tout force. à fait. Ouais. Sauf que c'est mon interface avec le jeu. L'intelligence, c'est différent. D'ailleurs, ça se note en fait dans Bob, dans pas mal de sorts de réincarnation, ce genre de choses, prise de contrôle. L'intelligence, sagesse, charisme, par exemple, ne change jamais. Mais il y a un truc un peu plus profond que ça, qui est que, alors contrairement à un article de Kaira, qui doit être jouer des parties de jeux de rôle, du coup, chez Coralie Jérôme, on peut pas jouer un personnage plus intelligent. Là, il y a une forme de gravité. Si il y a voilà, il y a un plan minimal à avoir, quoi, et qu'on a que des plans de merde et qu'on se fout tout le temps de la merde, ce qui arrive quand même à beaucoup de joueurs. En fait, oui, on peut pas. Bien sûr, on peut s'en sortir. Le jeu est fait de telle façon, voilà, ça c'est pas le problème. Mais d'ailleurs, Kaira le dit, en fait, pour pouvoir le jouer, qu'il faut tricher. Il faut que le meneur triche et lui permette de le jouer, mais du coup théâtralement et pas de le jouer. Voilà, il y a des choses qui sont possibles, c'est-à-dire qu'on peut créer les perceptions là où le joueur l'aurait pas eu dans la réalité, créer les perceptions nécessaires pour dire, ok, tu vois telle marque sur le corps, tu sais ce que ça veut dire en termes de... Voilà, je suis pas assez versé en médecine légale, mais si on est un peu versé là-dedans, on peut donner les indices suffisants et les connaissances au bon moment pour que le joueur puisse faire la déduction lui-même sans qu'il ait besoin d'avoir la spécialisation. Par contre, ça peut se faire. Mais ça veut dire que le meneur doit pouvoir au moins bidouiller quelque chose autour de ça. Mais il y a quelque chose qu'il peut pas faire. Enfin, il y a un moment, oui, bien sûr, c'est un jeu de langage, c'est un jeu où tous les jeux, il y a une épreuve dans un jeu. Enfin, il y a quelque chose quand même qui résiste réellement au jeu. Et du coup, par exemple, savoir des trucs sur plein de jeux, ça change la façon de jouer. Mais aussi, il y a des trucs qu'on sait, basiquement, je sais pas quoi, on sait tous plus ou moins comment tuer un vampire.
pourquoi? Enfin, je veux dire, voilà, ça traîne dans la culture populaire. C'est pas comme si on en avait croisé tous les matins non plus. Mais ce qui fait qu'en jeu, on s'attend à ça. Mais plus on a joué à de jeu, plus on a des idées sur les structures des scénarios, sur comment on pense ce type de personnage, sur quel genre comment dire, déjà, ne serait-ce que quel genre de caractéristiques sera plus avantageux en fonction du système, quel genre d'approche en fonction du monde social dans lequel on évolue. Il y a plein de choses qu'on sait. Et même par exemple, de deviner les mystères à l'avance, bien sûr, il y a plein de choses voilà, plus on a bouffé de trucs, plus on est surpris, quoi. On est surpris, mais à la fois, c'est quelque chose qui peut être utilisé. C'est-à-dire que concevoir Alors, il y a eu beaucoup de scénarios qui ont été écrits souvent pour des MJ. Le niveau du MJ est précisé. Des fois, le niveau du joueur. Parce qu'en fait, ça permet aussi de jouer sur le fait que oui, ils savent des trucs. Alors, on peut les tromper. J'ai beaucoup fait jouer cette campagne, notamment un non-armisme, j'ai développé. Enfin, il y a eu d'autres systèmes dessus où j'ai une bande de paumés mystiques qui se prennent pour les chevaliers de la table ronde. Sauf que c'est des alcoolos, c'est des clodos, c'est des charlatans. Enfin, ils sont tous pires les uns que les autres. Sauf qu'ils y croient tous plus dur comme fer les uns que les autres. Sauf qu'ils n'ont pas les relations normales normales. Sauf qu'il y a différentes versions déjà du mythe lui-même. On se retrouve. Quelqu'un qui connaît le mythe va se retrouver un peu perdu, mais pas complètement. Parce qu'il voit toutes les références qui seront là, mais elles ne seront pas aux bons endroits. Par exemple, l'ex-femme d'Arthur, c'est Morgane. Et ça va fausser d'autres choses auxquelles on peut s'attendre. Mais comment dire, ça peut aussi être utilisé pour construire quelque chose qui permet d'aller plus loin. Et ça, c'est comment dire, je sais pas, j'ai pas eu l'occasion de le faire parce qu'en fait, j'ai pas de joueurs experts sous la main. À part des joueurs qui sont experts de moi, je veux dire des gens avec qui j'ai joué longtemps. Maintenant, je les ai plus puisqu'en fait, on s'est tous retrouvés à droite à gauche, mais on a joué longtemps ensemble, on sait le genre de choses qu'on peut construire les uns pour les autres parce qu'on se connaît. Mais du coup, il y aurait la même chose à faire à l'échelle de la culture rôliste, si on peut dire. Quel monde fonctionne comment, et des tas de choses qu'on retrouve d'un jeu à l'autre. Vraiment, il y a un truc à creuser avec les elfes pour moi. Les elfes, ils me tapent sur les nerfs un peu. Mais... Alors, pour passer sur un autre registre, et avant de s'arrêter, je vais donc te lire ce que nous a dit, ce que nous a proposé Jérôme. Donc, j'ai été surpris que tu dises que le meneur, que le MJ n'a pas de victoire, dans le sens où il peut y avoir beaucoup d'enjeux sociaux, de performance, etc. Pour lui aussi, et sans doute de sentiments d'échec. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour qu'on comprenne la nuance? Ouais. Alors, la nuance, elle est tout simplement que la victoire du MJ, elle est extérieure au jeu. Justement, tous les enjeux sociaux de performance, c'est des choses qu'il veut accomplir vis-à-vis des vraies personnes, mais il fait le jeu pour les choses extérieures finalement. Alors que les joueurs appliquent leurs désirs à l'intérieur du jeu, veulent obtenir, je sais pas quelle victoire à l'intérieur du jeu, de réussir quelque chose, de rencontrer tel personnage, de vaincre tel adversaire. Là, tout est possible. Bien sûr, le meneur va aussi projeter des choses, mais pas complètement à l'intérieur du jeu. Vouloir, par exemple, il aimerait bien que ça se passe comme ça, parce que pour lui, ça donnerait un effet plus intéressant, par exemple. Il essaye d'orienter quelque chose, ou c'est quelque chose comme ça. Pour moi, c'est une histoire de juste, il y en a une partie qui en dehors. Ok. Bien. Bon, il y aurait encore plein de choses à dire. Il y en a une dernière que je vais ajouter. Est-ce que... Attends, d'ailleurs, je vais remettre le layout sur voilà, ton diapo. Est-ce que c'est fait exprès que ce schéma-là ressemble à l'œil de Sauron? Alors, à la fin, oui. Ok, À la fin, oui, une fois que j'ai vu la forme, j'ai dit, voilà, c'était pas plus. Bien sûr que je l'ai à ouais, peine arrangé. Et je l'ai remis en forme pour que ça soit comme ça. d'accord, C'est ok. aussi, c'est aussi mnémotechnique, hein, je veux dire, une fois que Ouais, tu l'as ouais, vu, voilà, je sais que je peux le reconstruire ouais. les yeux fermés, quoi. Mais parce que je sais qu'il y a une flèche là, qu'est-ce que ça peut être. Euh, mais comme je disais, honnêtement, au départ, j'ai trouvé ce truc-là, les 6 niveaux qui étaient Ouais, circulaires. ouais. Bon, Et quand j'ai trouvé le meneur et le joueur, au départ, je les avais pas une fois que je les ai installés comme ça, j'ai vu l'œil.
Mhm, Et mhm, j'ai vu qu'il rajoutait sa clé, il y avait une tension. Elle était graphique au départ, mais en fait, en creusant, voilà, la tension, en fait, c'est qu'il y a un niveau macro qui est au-dessus, et il y a un niveau micro qui est en dessous. mhm, mhm. Et bon, pour avoir étudié dans une fac très orientée structure, on peut le dire, voilà, je tape à 8, donc il y a beaucoup de. Enfin, c'est très sciences humaines, on est beaucoup plus porté sur ce qui se passe sur ouais, au niveau des grandes structures, plus que sur le micro, même si un peu, voilà, bien sûr, il y a toujours des études qualitatives et tout ça, c'est pas la question, mais comment dire, la structure domine dans l'esprit, et qu'en fait, il y a quelque chose d'insatisfaisant là-dedans, même si, voilà, les réponses, comment dire, juste purement, il reste une part de liberté vis-à-vis des structures, ça me va pas. Mais il se trouve qu'il y a quand même quelque chose qui revient, c'est que, bah, oui, il y a quand même de l'accident Mhm. dans la vie, mais en jeu d'autant plus, c'est-à-dire l'aléa est quand même littéral, quoi, on l'a dans la main. Et donc voilà, les structures se cognent, il faut qu'ils créent des circonstances qui font que une structure se serait exprimée ou pas. Ok. Bon, et bah super, merci beaucoup. Si on veut retrouver tes travaux, les choses sur lesquelles tu as pu développer, où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces choses-là? Alors, très honnêtement, ça devient compliqué. Enfin, ça devient compliqué. Il y a ma thèse qui est sur thèse.fr. Ok. Vous pouvez me contacter simplement, sinon je l'envoie, c'est pas un problème. Bon, il y aura des publications qui devraient sortir à la vitesse de l'université, donc ça va pas très vite. Ouais. Euh, Notamment une pour le colloque de Metz de l'année dernière, qui est en cours de relecture ou de deuxième relecture. Enfin, Ok. je avoue que ce processus me paraît. Voilà, bon, c'est comme ça. Et du coup, bah, j'essaye aussi d'avoir un Discord, mais comme tu as vu, puisque tu y es, j'ai un peu de balle parce que bah, voilà, j'ai des enfants. Bah Je d'ailleurs, suis si pas tu mal en veux, galère de. mais si tu veux, ce Discord-là, tu pourras enfin, enfin, en fonction de tes consignes, je pourrais tout à fait en Ouais, fait le ouais, mettre en je pourrais description. le pas. Ouais, Ouais, ouais. voilà. Ouais, bah, volontiers, mais sauf que voilà, là, je sais pas très bien si je vais continuer à avoir la force d'animer Ok, ou. ok. Parce que là, voilà, c'est compliqué. Ça Ouais. dépend de ce qui se passe dans les prochaines semaines, moi, parce que je suis en fin de droit, là, en fait. Donc Ok, ça va bon. poser quand même pas mal de questions. Bon, bah, ça marche. Bah écoute, tu me diras, je reste Voilà. attentif à tes consignes, et puis Ouais. si, enfin voilà, tu me diras ce que tu veux que je transmette en description de la vidéo qui sera ensuite accessible sur YouTube. Du coup, merci beaucoup pour ta présentation. Merci Ouais. également donc à Jérôme et Coralie.